Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, merci pour votre confiance. C'est bien entendu un immense honneur pour moi de devenir le premier président de la Normandie réunifiée. Et permettez-moi de saluer mes deux prédécesseurs, Laurent Beauvais et Nicolas Meyer-Rossignol. C'est aussi bien entendu pour moi un immense moment d'émotion qui me renvoie à mes racines, qui me renvoie à ma première élection comme conseiller municipal de mon petit village natal, Épeigne. Cela me renvoie aussi bien entendu à ce combat pour la réunification de la Normandie au lendemain de ma première victoire aux élections législatives il y a près de 20 ans. Je l'avoue, je n'y croyais plus, désespéré par des oppositions de tous bords à cette évidence. Finalement, dans cette réforme territoriale baroque, confuse, inachevée, il y aura eu pour nous, Normands, une bonne nouvelle, celle de la réunification d'une région qui n'aurait jamais dû être divisée. C'est pourquoi je prends cette responsabilité avec beaucoup d'humilité, bien entendu, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme et avec une détermination totale pour réussir cette réunification. Chers collègues, nous vivons un moment historique. Chacune et chacun d'entre nous ici dans cet hémicycle, qu'importe notre appartenance partisane, qu'importe notre idéologie, participe à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de la Normandie. Le temps de la campagne est désormais terminé. Maintenant est venu le temps du travail au service des Normands. Et mes chers collègues, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur car la réunification normande est une chance formidable pour notre région. Elle corrige 60 ans d'une anomalie administrative qui faisait insulte au bon sens et à l'histoire. Je demeure convaincu que si nos principaux indicateurs sont mauvais ou médiocres, c'est bien entendu pour des raisons qui dépassent largement le champ régional lié à l'affaiblissement de la compétitivité de l'économie française. C'est bien entendu la résultante d'une région très industrialisée avec une spécialisation forte dans des secteurs traditionnels et qui ont donc plus souffert que d'autres des grandes mutations qui sont en cours depuis le début des années 80. Mais c'est aussi parce que notre séparation nous a conduit à un sous-investissement chronique. Ne nous a pas permis de pouvoir peser suffisamment dans les grands choix stratégiques nationaux et dans la compétition exacerbée qui existe entre les territoires. Plus généralement, nous avons payé cher cette division car elle nous a empêchés de construire une identité facteur de fierté et de rayonnement. C'est donc un tournant historique que nous ne pouvons pas manquer. Nous n'avons pas le droit à l'erreur aussi car la famille de la droite et du centre à laquelle j'appartiens est majoritaire aujourd'hui à la région, dans les 5 départements et dans la plupart des intercommunalités. Ces victoires successives nous donnent un devoir, celui de l'unité, de la cohérence et de l'efficacité dans la mise en place des politiques publiques. C'est pourquoi dès ce soir, avec les 5 présidents de département, dont certains sont ici présents ce matin et que je salue, nous construirons un G6 qui aura 2 missions principales. La première, déterminer ensemble les grandes politiques et les grands choix d'investissement, les grandes orientations stratégiques pour les 15 ans à venir. La région et les 5 départements, c'est en effet plus d'1 milliard d'euros d'investissement chaque année. C'est donc une force de frappe considérable au service du développement de la Normandie. La deuxième mission sera celle de simplifier l'organisation territoriale pour la rendre plus efficace, moins coûteuse et plus lisible pour nos compatriotes. En quelque sorte, construire une loi de décentralisation normande. En finir autant que possible avec les financements croisés pour gagner en efficacité, pour réduire les coûts de gestion et pour que chaque Normand sache qui est responsable de quoi. Ce que nous allons mener avec les départements doit être conduit avec les 3 présidents des 3 grandes métropoles normandes. Nous en avons parlé ensemble. C'est pourquoi je leur proposerai d'engager le même travail que celui que nous allons conduire avec les départements
et que nous nous réunissions dès la fin de janvier et que sans esprit partisan, j'ai eu l'occasion de le dire à Frédéric Sanchez, dans un climat de confiance, nous puissions créer une dynamique comparable dont tous les Normands pourront profiter. Je dis bien tous les Normands, car si les 3 métropoles sont porteuses de grands projets, si les 3 métropoles débordent d'énergie, si les 3 métropoles coordonnent, construisent, engagent des politiques cohérentes et complémentaires avec la région, tous les territoires, même les plus éloignés, en profiteront. Rodolphe Thomas participera à nos travaux. Nous n'avons pas le droit à l'erreur aussi, mesdames et messieurs, car le message envoyé par les électeurs partout en France est extrêmement clair. Assez d'opérations de communication qui n'ont aucun effet sur le quotidien de nos concitoyens, assez de demi-mesures qui, à force de ménager la chèvre et le chou, perdent toute efficacité. Ne nous voilons pas la face. Avec ces élections régionales, les Français laissent une dernière chance aux partis de gouvernement de faire leurs preuves. Nous avons trop souvent dit que nous avions entendu les messages d'alerte sans véritablement en tirer les conséquences dans nos actions. C'est pourquoi la majorité a d'ores et déjà tiré un certain nombre de conclusions. La première, sur l'exemplarité et le renouvellement des comportements politiques si chers à Bruno Le Maire. Les engagements que nous avons pris à travers une charte éthique présentée durant la campagne électorale constitueront le cadre intangible dans lequel les conseillers régionaux de la majorité devront exercer leur mission. Je serai notamment vigilant sur tous les risques liés au conflit d'intérêts. Par ailleurs, les conseillers régionaux de la majorité ont décidé que dès le mois de janvier, ils créeront une permanence afin que nos compatriotes puissent avoir des élus capables de relayer leurs problématiques sur les compétences régionales. Pour montrer l'exemple des efforts qui doivent être effectués par tous, pour consacrer l'essentiel des deniers publics aujourd'hui si rares à l'investissement, la majorité a décidé de réduire le montant de l'indemnité des conseillers régionaux de 40% par rapport au plafond légal, ce qui constituera une économie de 1 400 000 € chaque année. J'aurai par ailleurs un cabinet resserré qui ne doublonnera pas les directions des services qui, eux, seront en relation directe avec le président et l'exécutif régional. C'est une économie de 2,5 millions d'euros sur la durée du mandat. Enfin, comme je l'avais dit durant la campagne électorale, nous supprimons le journal régional boîté dont le coût annuel est de près de 2 millions d'euros. Sur ces 3 mesures et sur la durée du mandat, cela représente 25 millions d'euros d'économies, ce qui permet de dégager une capacité d'investissement de 250 millions d'euros, si l'on veut bien considérer qu'un emprunt de 250 millions d'euros sur 10 ou 15 ans génère 25 millions d'euros de remboursement par an. La deuxième conclusion, c'est la fin des tabous et des totems par l'évaluation des politiques publiques. Nous devons faire preuve d'audace et ne laisser aucun tabou ni entraver ni notre réflexion ni notre action. Je le dis sans détour, les politiques et les organismes qui obtiendront des résultats seront valorisés. Ceux qui n'obtiennent pas les résultats escomptés ont vocation à être tout simplement supprimés. Si nous voulons dépenser juste, il faut avoir le courage de remettre en cause ce qui ne fonctionne pas. Trop souvent, les élus de tous bords, au nom d'une certaine continuité publique, afin de ne fâcher personne, éprouvent de la frilosité à remettre en cause l'existant. Je ne partage pas cette frilosité qui mène à l'inertie, car en fait, le problème de la politique en France, c'est contrairement à ce qu'on nous raconte, non pas de ne pas pouvoir, mais c'est de ne pas assez vouloir. La seule chose qui comptera, c'est est-ce que ça marche ou pas. Je veux donc que pour chaque politique, nous fissions des objectifs précis et que non seulement nous rendions compte tous les ans de l'atteinte ou non de ces objectifs, mais surtout que nous tirions des conclusions concrètes de ces évaluations. Je veux tout simplement une politique du résultat. Pour ne prendre qu'un seul exemple, on ne peut pas considérer qu'étant 18e sur 22 dans les anciennes régions, sur la création d'entreprises, dernière région française dans toute une série de classements sur l'innovation, être une des régions où la création d'emplois qualifiés est la plus faible et estimer que toutes les structures qui ont en charge tel ou tel secteur du soutien à l'économie normande ne doivent évoluer simplement qu'à la marge.
C'est pourquoi je rappelle que, conformément à notre programme, toute l'action économique de la région sera mise en œuvre à partir d'une agence nouvelle dont les statuts sont quasiment finalisés. Elle sera en service avant la fin du mois de juin. Elle regroupera toutes les structures en charge du soutien à l'entreprise. J'ai d'ores et déjà indiqué aux responsables de la Myriade et de Scénari que leurs compétences seront intégrées au sein de l'agence et que leur rôle, après leur fusion, sera de se consacrer à une fonction très particulière qu'est l'incubation. Dotée de 100 millions d'euros dans un premier temps, l'agence, au-delà des mécanismes traditionnels de soutien à l'économie, sera fonds d'investissement, fonds d'amorçage, fonds de retournement. Elle s'adressera à toutes les entreprises, petites ou grandes, et à tous les secteurs, des plus traditionnels aux plus récents. Et elle soutiendra les efforts à l'export des PME et des ETI normandes. Les mécanismes seront simples, souples et pragmatiques. Dans un monde où la réactivité est un élément clé du succès, elle aura l'obligation de répondre dans un délai de 2 mois. Présidé par le président de la région, le conseil d'administration fera une large place aux acteurs économiques afin que la culture entrepreneuriale irrigue le fonctionnement de ses services et de ses décisions. Par ailleurs, je lancerai avec la vice-présidente en charge de l'économie, Sophie Gauguin, le début des travaux avec les grandes filières stratégiques de Normandie le 11 janvier, au cours d'un déplacement dans une entreprise de la filière aéronautique normande. La petite dizaine de filières stratégiques sera invitée à engager des travaux avec la région pour bâtir un programme pluriannuel portant sur la recherche, l'innovation, l'investissement, la formation et l'exportation. Je souhaite pouvoir proposer à l'Assemblée régionale que soient adoptés des contrats avec chacune de ces filières à l'automne prochain. Ces contrats seront signés pour une durée de 3 ans, les ressources accordées par la région étant garanties sur cette période. Tout cela sera bien entendu évalué sans concession au bout des 3 ans à partir d'objectifs qui auront été préalablement déterminés. Oui, tout sera fait pour soutenir et muscler les entreprises normandes, car le seul creuset de la création d'emplois, c'est l'entreprise. Sur la formation, avec David Marguerite, vice-président, et Marc Millet, président de la commission, nous lancerons le 14 janvier un grand Grenelle de l'apprentissage. Je souhaite qu'avec tous les acteurs de la formation, toutes les filières économiques, la région cherche à sortir des difficultés et du marasme dans lequel elle se situe. Apprentissage ayant baissé de 16% en 4 ans. Pire difficulté pour les jeunes à trouver un maître d'apprentissage quand ils ont plus de 18 ans. Décrocheurs scolaires en souffrance, en peine de réinsertion qui nous place dans les dernières régions françaises. Je veux là aussi à l'automne, après cette phase de dialogue, de stimulation, d'ébullition, de benchmarking, nous présentions un grand plan novateur et ambitieux pour qu'à l'issue de notre mandat, le nombre d'apprentis ait augmenté d'au moins 50%. Françoise Guégaud, par ailleurs, engagera un dialogue avec les universités et les écoles de Normandie pour nous proposer un plan d'investissement et un plan en faveur de la recherche et de l'innovation. D'ores et déjà, conformément à nos engagements électoraux, nous présenterons, avant le mois de juin, une évolution des régimes de bourse afin que les étudiants normands puissent être aidés dans le cadre de leurs obligations de mobilité internationale. Enfin, dernier enseignement, celui du contrôle de la dépense publique. Face aux baisses drastiques des dotations de l'État et par respect pour le contribuable normand, je le rappelle, nous n'augmenterons pas les prélèvements obligatoires durant la durée du mandat, la région doit réduire son train de vie pour investir davantage. La fusion des 2 régions doit être source d'économies budgétaires. Je le dis, le remplacement des agents partis à la retraite ne sera pas systématique et se fera seulement s'il y a nécessité absolue de service. J'irai dès demain à la rencontre du personnel. Cette réunification, c'est une chance pour tout le monde et aussi pour les fonctionnaires de la région. Nous avons devant nous des politiques nouvelles à écrire, des projets ambitieux à mener, des tâches enthousiasmantes à conduire. Avec la petite équipe qui a préparé l'alternance,
nous avons bâti un premier organigramme qui fera bien entendu l'objet d'évolution en fonction des discussions à venir. Il repose pour le moment sur 6 pôles ou 6 directions générales adjointes, dont 3 seront à Caen et 3 seront à Rouen. Je conduirai personnellement cette réorganisation avec le futur directeur général des services Frédéric Olivier et Sylvis Magnotto, conseillère à la Cour des comptes, qui ira en charge de bâtir et de conduire cette gouvernance nouvelle. Par souci de transparence, je propose, comme nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale, de confier, si elle le souhaite, la présidence de la Commission des finances de la région à un élu de l'opposition régionale issu de la liste arrivée en 2e position. Comme j'ai pu l'indiquer dans une lettre à un certain nombre de syndicats que j'ai reçus durant la campagne électorale, je m'engage à ce que toutes ces évolutions se passent dans le respect, l'écoute et la concertation. Je le dis au personnel, vous respecter, ce n'est pas vous promettre que rien ne va changer. C'est vous dire avec honnêteté qu'il y aura des changements, mais qu'ils se feront dans le respect de vos vies personnelles et professionnelles. Je l'ai dit, je le réaffirme, il n'y aura pas de mutation géographique imposée et un plan de titularisation sera mis en œuvre pour tous les personnels dont la situation contractuelle ou précaire ne se justifie pas. Mes chers collègues, je ne vais pas ici vous dresser le catalogue des mesures de notre programme, mais permettez-moi d'insister sur 2 points qui nécessitent toute notre mobilisation dès demain. J'ai d'ores et déjà engagé des discussions exigeantes et fermes avec la direction de la SNCF pour que leur dette à l'égard de la Normandie commence à être remboursée. Après avoir rencontré à plusieurs reprises les collaborateurs du président de la SNCF ces derniers mois, j'ai eu 2 réunions de travail avec Guillaume Pépi au cours du mois de décembre, au cours desquelles nous avons arrêté 9 chantiers prioritaires pour l'amélioration du train en Normandie. Certains pourront déboucher relativement rapidement. Je pense à l'installation d'équipements de sécurité et de lutte contre la fraude, ou encore la création d'une application digitale pour assurer la continuité du transport entre la gare d'arrivée et son domicile, ou des lieux touristiques. D'autres sont plus structurels, vous les connaissez. J'ai eu aussi l'occasion d'évoquer cette question avec Manuel Valls lors d'une conversation téléphonique. Il nous a indiqué qu'il nous recevrait, les futurs présidents de région, début janvier, et j'ai cru comprendre que le chef de l'État aussi. Si l'État, comme il le dit, souhaite porter avec les régions des politiques favorisant la reprise de la croissance, pour nous, très clairement, la priorité, c'est un État qui investit dans un matériel roulant neuf, dans des infrastructures modernisées et bien sûr à moyen terme dans la ligne nouvelle Paris-Normandie. Jean-Baptiste Gastine, vice-président en charge des transports, conduira ces travaux. J'ai parlé de l'économie, de la formation, du train, des relations avec la région, avec les départements et les grandes métropoles. Je voudrais aborder un dernier sujet qui est l'équité territoriale. Je suis issu du monde rural, j'en suis élu, et je sais à quel point c'est plus difficile pour nous que pour les autres. Cette recherche d'équilibre territorial a dicté tout notre programme. Équilibre entre les 2 anciennes régions, d'où le fait que l'État ayant installé la préfecture de région à Rouen, le siège du conseil régional sera à Caen, mais aussi équilibre entre les villes et les campagnes. C'est pourquoi j'ai demandé à Guy Lefranc, vice-président en charge de l'aménagement du territoire et des contrats territoriaux, de proposer à l'Assemblée régionale, avant le printemps, une nouvelle démarche qui accordera plus aux territoires qui ont aujourd'hui le moins de ressources. Il sera proposé une actualisation des contrats territoriaux aux établissements publics de coopération intercommunale dont le contour, comme vous le savez, est en train de changer. Ces contrats territoriaux construits avec les départements à partir des besoins des territoires et donc déterminés par les élus de proximité. C'est aux élus de proximité de déterminer ces contrats territoriaux et non pas à la région de les imposer. C'est pourquoi nous réunirons dès la fin du mois de janvier les maires
de chaque département pour leur indiquer nos orientations. La vie des territoires ruraux est aussi largement dépendante de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Une exploitation agricole, c'est 7 emplois indirects. L'agroalimentaire, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans des petites villes ou des bourgs-centres. C'est pourquoi le 7 janvier, je me rendrai dans la Manche pour dire très clairement au monde agricole que l'agriculture est une priorité pour la majorité régionale. Clotilde Dier et Xavier Lefrançois seront chargés de proposer au Conseil régional une politique agricole affichant très clairement des objectifs de compétitivité, de performance et d'innovation. Chers collègues, j'aurais aimé pouvoir vous parler d'environnement et des contrats de performance énergétique et de la société de tiers-financement que nous mettrons en place, de santé et de la généralisation des maisons médicales de proximité, du tourisme et du développement du tourisme d'affaires et du e-tourisme, de l'axe Seine que nous allons relancer, de notre nouvelle politique en faveur des lycées et de l'éducation qui sera présentée le 18 janvier prochain avec Bertrand Dognaud, de la culture pour laquelle Emmanuel Dormoy et Catherine Morin-Desailly ont beaucoup d'ambition. Mais je voudrais conclure en évoquant une nouvelle fois l'atout considérable que représente la réunification de la Normandie pour la renaissance de l'identité normande, facteur de développement de notre région. Il nous faut nous appuyer sur notre culture, notre patrimoine, notre histoire. J'en profite pour saluer la présence de Sir Philippe Bayache, ministre des Affaires étrangères de Jersey, et de Sir Richard Colas-Bailly de Guernesey. Nous appuyer sur nos atouts d'aujourd'hui et de demain pour être fiers d'être normands. Bâtir la marque Normandie. Tout cela sera le rôle d'une agence de l'attractivité basée au Havre, petite équipe de mission chargée de proposer des politiques, des initiatives, des événements qui favoriseront l'attractivité de notre territoire. Elle devra engager un large, très large débat avec tous les acteurs de la Normandie, qu'ils soient économiques, culturels, touristiques, sportifs, associatifs et bien entendu avec les élus. Profiter de l'imaginaire de la Normandie, de sa notoriété mondiale, être fier d'être normand comme on est fier d'être breton, telle est la mission de cette agence qui devra être inventive, imaginative et proposer dans tous les secteurs des politiques favorisant la renaissance de notre identité. En conclusion, je voudrais reprendre une phrase de Jacques Attali à travers une formule que je reprends mienne. La Normandie, écrivait-il il y a peu de temps, est bénie des dieux. Ceux qui en ont la charge doivent la porter plus loin. Oui, notre région est bénie des dieux, mais nous le savons tous, notre territoire est en difficulté. Alors retrouvons le souffle des conquérants, inversons la tendance et redonnons à notre région la place qui doit être la sienne grâce à son unité. Nous en sommes capables, la Normandie en est capable. Dans toute son histoire, mesdames et messieurs, la Normandie n'a été forte que lorsqu'elle a été fidèle à ses valeurs, mais aussi lorsqu'elle s'est inscrite résolument dans l'action, lorsqu'elle savait porter ce regard vers l'avant, vers ce qui compte et ce qui dure. Telle est mon ambition, telle est l'ambition de la majorité régionale, mesdames et messieurs, pour ces 6 prochaines années. Vive la Normandie, vive la France.